Et la gestion de la surchauffe en été, quelles sont les stratégies urbanistiques que l'on peut développer pour y faire face. Pour commencer, je vais remercier l'équipe d'Énergie FR qui a organisé cette conférence, ainsi que Espace Gruyère, tous les partenaires du salon et également l'équipe technique qui nous soutient dans la logistique. Merci beaucoup. Nos villes vont être confrontées à d'importants défis durant les prochaines décennies. On parle des dérèglements climatiques, on parle également de l'urbanisation, de la densification, de la transition énergétique. Tous ces défis devront être menés en maintenant une qualité de vie et la cohésion sociale dans nos villes. Comment nos villes peuvent-elles faire face à ces différents enjeux? C'est le thème de la conférence de cet après-midi. Nous allons bien sûr parler îlots de chaleur. Vous connaissez sans doute toutes et tous ces phénomènes qui touchent nos villes. Un îlot de chaleur est simplement une certaine augmentation de la température qui est constatée en ville, dans une certaine structure ou sous-structure de la ville par rapport à la périphérie de cette même ville. Ce sont des effets qui ont déjà été constatés dans les années 80. Il y a déjà eu par exemple des publications à l'Université de Fribourg sur la problématique des îlots de chaleur dans les années 80, mais ces thématiques-là sont devenues de plus en plus actuelles sous les effets des dérèglements climatiques. Les îlots de chaleur ont des impacts différenciés de plus en plus importants. Ils ont naturellement des impacts sur les températures, mais ça se répercute sur les personnes, particulièrement les personnes les plus vulnérables. Durant l'été 2015, un des étés les plus chauds qu'on ait connus durant ces dernières décennies, on a constaté en Suisse une surmortalité par rapport aux années normales de 800 personnes directement attribuables à la canicule en milieu urbain. Ces épisodes de chaleur extrême qui touchent principalement les villes risquent malheureusement de devenir une norme et non plus l'exception comme c'était le cas jusqu'à présent. Cette affirmation elle est bien établie par les différents scénarios de changement climatique de Météo Suisse. Outre les aspects sanitaires, il y a également des aspects économiques. On sait que la productivité des personnes au travail baisse en cas de forte chaleur, donc ça aura également des impacts au niveau économique. Des impacts au niveau économique également, avec les problèmes liés à la production de froid qu'il sera nécessaire de mettre en place pour remédier à ces fortes chaleurs. Des études ont montré qu'à l'orée des années 2060, à l'échelle de la planète, on risque d'avoir besoin d'autant d'énergie, si ce n'est de plus d'énergie, pour générer du froid que pour se chauffer. Donc c'est une problématique qui est vraiment importante. Outre ces aspects sanitaires et économiques, nous parlerons également de la neutralité carbone que certaines villes romandes souhaitent atteindre pour 2050. Comment ces villes souhaitent-elles s'y prendre? Comment comptent-elles s'y prendre également pour intervenir au niveau de la population, des habitudes de consommation pour atteindre cet objectif nécessaire mais ambitieux? Pour aborder ces différentes thématiques, j'ai le plaisir de vous présenter nos différents invités. Raphaël Compagnon, qui sera notre premier orateur, qui est physicien de formation et qui travaille actuellement comme professeur à la HEI AFR. Eric Buhlmann de Grolimund et Partner. Eric Buhlmann est responsable de la recherche et développement dans cette entreprise. Klaus Kreher, qui travaille à la HESSO en Valais, qui est responsable de la filière de technique environnementale. Albert Merinosome de la ville de Genève, qui nous présentera le plan climat de la ville de Genève. Et puis Charlotte Franck de la ville de Lausanne, qui nous présentera également les stratégies d'adaptation et le plan climat de la ville de Lausanne. Pour cette conférence, nous allons procéder de la façon suivante. Chacun des orateurs va se succéder l'un après l'autre pendant une dizaine de minutes pour nous présenter le projet et le plan climat dont il est le représentant ici aujourd'hui. Et puis, à la suite de ces 5 présentations, il devrait nous rester encore une demi-heure, donc jusqu'à 15 heures, où vous pourrez librement prendre la parole et poser toutes les questions qui vous seraient venues à l'esprit durant la présentation.
Je vous remercie encore une fois de votre présence et puis je donne directement la parole à notre premier orateur, Raphaël Compagnon. Je crois que j'ai pas besoin de ça. Ouais. Merci. Je vous présente ici une expérience qui a été menée au sein de la Haute École d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg, qui constituait à concevoir, construire et expérimenter ce pavillon climatique qui avait pour but en fait de démontrer qu'il y a des moyens de faire à l'échelle de la rue un petit îlot de fraîcheur avec des moyens a priori très naturels. C'est un partenariat, ce projet est un partenariat entre le secteur énergie et développement durable de la ville de Fribourg et notre école. Le financement a été assuré via un fonds de recherche de l'école dans le cadre de sa collaboration au Smart Living Lab et la ville de Fribourg. Ces deux sources de financement ont couvert les travaux de conception, de réalisation et d'expérimentation, mais pour le matériel, nous avons utilisé une campagne de financement participatif pour impliquer aussi le grand public. Et nous avons eu la chance de trouver 10 sponsors qui nous ont permis donc d'acheter le matériel et les équipements qui ont été mis en œuvre dans ce pavillon. On a commencé en été 2020 et l'été passé, sur 4 sites en ville de Fribourg, ce pavillon s'est déplacé et a été expérimenté dans les conditions estivales de l'année passée, qui n'étaient pas extraordinaires en termes de surchauffe. C'est pour ça que cette année, nous allons, dès la mi-mai, recommencer avec 2 sites à Fribourg et finalement, à la fin de l'été, notre pavillon déménagera sur le campus de l'EPFL pour quelques semaines. Alors, les caractéristiques de ce pavillon, il s'agit d'une construction modulaire en bois local non traité. L'idée du module, c'est que puisque le pavillon était conçu pour être déplaçable relativement facilement, il fallait qu'il puisse être déconstruit et reconstruit sans devoir complètement le désassembler. Et l'idée du bois local non traité, c'est vraiment dans le but que le matériau ne soit pas un déchet encombrant ou disons toxique le jour où le pavillon est complètement démantelé. L'alimentation électrique de ce pavillon est assurée par 4 modules photovoltaïques placés sur la toiture. On les verra sur une image plus tard. Et on voit sur cette image-là les batteries qui permettaient donc de stocker l'électricité ainsi produite et alimenter les systèmes du pavillon. L'eau de pluie était récupérée sur la toiture et stockée dans un grand réservoir d'un millier de litres pour assurer différentes fonctions qu'on verra par la suite. Vous voyez sur ces 2 images le montage du pavillon par élément. Alors évidemment, il y a quand même une infrastructure qui demande un petit camion avec un bras de grue, mais disons les éléments ont été conçus pour tenir sur le camion, ne pas dépasser le gabarit du camion, et tout a été conçu de telle façon que démonter ou remonter le pavillon quand il passe d'un site à l'autre pouvait se faire en une seule journée. Comme j'ai indiqué, ce pavillon avait pour but de montrer qu'il a des moyens naturels d'arriver à rafraîchir un lieu. Alors évidemment, c'est la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est de procurer de l'ombre. Alors pour l'ombre, on avait cette toiture et on avait une extension de la toiture par ces toiles. Et vous voyez aussi ces éléments végétaux verticaux qui permettaient aussi de procurer de l'ombre à l'intérieur du pavillon. On distingue sur cette image les 4 panneaux photovoltaïques là, qui alimentaient donc l'électricité.
Quand on parle d'écrantage du rayonnement thermique, donc il faut savoir que notre confort thermique ne dépend pas seulement de la température de l'air qui est autour de nous, mais aussi de l'ensemble des températures de tous les éléments qui nous entourent, puisque nous échangeons de l'énergie par rayonnement infrarouge. Et du coup, il faut se protéger des surfaces qui deviennent chaudes. Et on voit bien sur cette thermographie, sur ce site, que certaines surfaces exposées au soleil peuvent atteindre des températures très très importantes, de même que le sol, hein, en asphalte. Et du coup, ces écrans, notamment ces écrans végétaux, sont aussi là pour faire en sorte que les occupants du pavillon ne soient pas en contact direct avec ces surfaces. Une autre technique qui a été expérimentée ici, c'est d'utiliser l'évaporation, qui est un phénomène tout à fait naturel, qui fait tomber la température dès qu'elle se passe. Donc sur cette paroi, nous avons disposé des éléments en céramique qui ont été conçus de telle manière qu'elles restent relativement poreuses. Dans ces céramiques, il y a simplement de l'eau. Et en permanence, l'eau passe à travers les pores de cette céramique et s'évapore à la surface extérieure. Et vous voyez l'effet de réduction de la température qui est observable. Donc vous voyez ici le point, ici sur le mur, est noté à 19,2 degrés, alors que le reste est tout le reste du pavillon et de l'environnement est à des températures bien supérieures. Une autre façon de jouer en utilisant l'évaporation, c'est de faire chuter de l'eau. Donc au centre du pavillon, il y avait une petite chute d'eau par intermittence. Donc des gouttelettes qui vont s'évaporer et rafraîchir l'air ambiant. Et puis aussi un système de brumisation. La différence entre les gouttelettes et la brumisation, c'est que la brumisation, c'est aussi des gouttes, mais qui sont tellement petites que l'effet d'évaporation se passe beaucoup plus vite et est plus efficace finalement pour faire tomber la température. Un autre moyen qu'on a expérimenté ici, c'est d'essayer de tirer parti du fait que dans notre climat, on a encore la chance d'avoir des nuits relativement fraîches. Donc l'idée, c'est de stocker la fraîcheur nocturne et de pouvoir la réutiliser pendant les périodes chaudes. Alors comment on fait ça? On a dans les bancs, là, les cavités internes, on a placé des matériaux à changement de phase et des simples bouteilles remplies d'eau. De telle manière que la nuit, il y a aussi des petits ventilateurs, on les distingue ici et ici. La nuit, on ventile ce système et on fait tomber la température de tout ce stock. La journée, un peu plus tard, quand la température commence à monter, on refait circuler l'air. Alors l'air est bien sûr plus chaud à l'extérieur, mais en passant à travers ce réservoir de fraîcheur, si on peut dire, il va se refroidir et vous voyez qu'on le fait sortir juste sous les bancs, à l'endroit où les gens ont les mollets, plus ou moins. Donc le but, c'est pas de faire un endroit climatisé, hein, ça n'aurait aucun sens. On a bien vu, il n'y a pas de paroi autour de ce pavillon, hein, mais c'est de faire sentir aux occupants qu'il y a un petit flux d'air frais. Alors c'est peut-être plus psychologique que réellement efficace en termes de refroidissement, mais il ne faut jamais oublier, le confort thermique, ce n'est pas que de la physique, c'est aussi du ressenti. Hein. Et donc si on peut agir sur la psychologie, sur l'effet psychologique, on a aussi gagné quelque chose. Pour montrer l'effet de stockage de fraîcheur, voilà un diagramme, donc des mesures qui ont été prises sur une journée. En noir, vous avez la température de l'air extérieur. Donc la nuit, on a une température plus fraîche qui permet d'abaisser la température du stock par ces ventilations. Et la journée, la température extérieure va monter, bien sûr, bien plus haut. Et vous voyez que dans le stock, la température monte tranquillement. Donc ça veut dire qu'aux heures, là, c'était 6 heures en fin d'après-midi, là,
on avait une température de à peu près 27 à l'extérieur, et puis la température de l'air qui passe à travers ce système et qui est rejetée sur les mollets des gens était à peu près à 22 degrés. Donc c'est quelque chose qu'on ressent, hein, même si c'est des petits débits. L'expérimentation du pavillon, donc sur ces 4 emplacements, on l'a laissé 24 heures sur 24 à disposition de qui voulait. Il y a eu un grand intérêt, les gens étaient très intéressés déjà à la thématique, parce que je n'ai pas dit, mais un des objectifs aussi de ce pavillon, c'était de faire prendre conscience de la thématique des îlots de chaleur urbains au grand public, et de leur montrer qu'il y a des possibilités de lutter contre ces effets à l'échelon très local par des moyens assez naturels. En même temps que expérimenter en direct avec les gens, ce qu'on a voulu aussi voir, c'est est-ce que physiquement on observe un effet. Alors on a développé un système de mesure, et l'idée c'était de placer le même système à l'intérieur du pavillon et en même temps à l'extérieur du pavillon pour pouvoir voir la différence. Alors je vous montre un résultat. Donc là, les mesures ont été faites juste pendant cette période-là de la journée, et on voit la différence entre la température physiologique équivalente. Simplement dit, c'est une température ressentie, hein. Alors, si vous êtes à l'extérieur, vous ressentiez ça. Si vous étiez dans le pavillon, vous ressentiez cette température-là. Vous voyez qu'entre ces deux courbes, il y a à peu près 8 degrés de différence. Donc, c'est significatif. Maintenant, ce qu'on aimerait encore pouvoir expérimenter avec plus de mesures, c'est d'ailleurs l'objectif de ce qu'on va faire cet été, c'est de comprendre qu'est-ce qui joue vraiment un rôle sur cette différence, hein. Est-ce que c'est seulement l'ombrage qui arrive à faire ça? Du coup, certains de nos systèmes seraient un peu inutiles. Ou bien est-ce que chaque système apporte quelque chose, et de combien il apporte l'effet de réduction? J'arrive au bout de ma présentation. C'était un projet qui a été monté et réalisé par une équipe que vous voyez ici, des collègues de la HEIA-FR et de la ville de Fribourg. Et finalement, je dois quand même remercier nos sponsors qui ont rendu ce projet faisable, puisque notre financement propre ne nous permettait pas d'acheter les matériaux. On aurait dû rester au niveau purement théorique. Et je remercie particulièrement ces sponsors, parce que très franchement, ils ont été très très rapidement convaincus de nous aider. Ça n'a pas été très difficile de les trouver. Ce n'est pas totalement étonnant, parce que la question du réchauffement dans les villes est vraiment très très actuelle, et intéresse beaucoup les villes, bien sûr, et bien sûr les partenaires avec lesquels on a pu travailler. Je vous remercie de votre attention. Merci Raphaël. Je vous propose de donner maintenant la parole à Eric Buhlmann de Golimoun & Partners, qui va nous parler du rôle que peuvent jouer les routes dans ce contexte des règlements climatiques et des îlots de chaleur. Merci pour l'introduction. Oh, ça ne marche pas trop avec les fontes, mais j'essaye. Les prochaines 10 minutes, je vais parler des revêtements refroidissants et des nouveaux résultats de la recherche que je vais vous présenter. Mais d'abord, je vais vous montrer une autre augmentation. C'est pas la dernière qu'on va voir cet après-midi, j'imagine, mais ici, les canicules. Ça m'énerve vraiment pas. Ça change un peu tout, mais je peux vous montrer le contenu, je pense. En fait, on avait il y a 50 ans que 2 ou 3 journées de canicule, et puis ça a changé vraiment déjà. Aujourd'hui, c'est 12
j'ai besoin les deux mains pour les compter et on va voir beaucoup plus. Et puis, ce sont des moyennes, ça veut dire si on voit par exemple des villes spécialement concernées comme Sion, ça va être beaucoup plus par rapport aux canicules, journées canicules par an. On a des moyens pour faire quelque chose. Premièrement, vous voyez ici Bâle depuis Onot, depuis la perspective Onot. Vous voyez à peu près 40% des bâtiments, mais ici, pour changer quelque chose, pour ralentir cet effet îlot-chaleur, ça prend quelque chose parce qu'on a un nombre de propriétaires différentes. Mais dans ces deux images, vous voyez aussi les routes sont très importantes par rapport à cet effet îlot-chaleur et couvrent à peu près 20% des espaces totaux d'une ville. Alors, on a vraiment un grand potentiel ici et l'avantage est qu'on parle d'une propriété. Normalement, ce sont les collectifs publics et comme ça, c'est beaucoup plus facile à travailler. Alors, je m'excuse pour ces folios-là, mais maintenant, je vais parler de ce projet de recherche que nous avons complété l'année dernière avec mon collègue Vincent Roth. C'était un projet dans le programme d'adaptation au changement climatique de l'OFEV. Et puis, on a travaillé avec le partenaire technologie très important, Weibel, qui a développé les technologies asphalte pour mettre en place aux routes. Avec les partenaires Canton du Valais, on a réalisé un tronçon test avec 8 revêtements et 12 revêtements à Berne et encore 3 à Zurich. Vous voyez que c'était vraiment des petits tronçons mis en place, mais pour le pouvoir comparaître avec les différentes technologies sur ce test de résistance. On a vraiment choisi un endroit avec beaucoup de circulation, avec beaucoup de poids lourds, pour avoir des technologies finalement qui marchent sur des routes bien fréquentées. Je vous donne un petit vue d'ensemble de ce tronçon test à Berne. Ce n'est pas un environnement très urbain ici, mais ça, ce n'était pas vraiment le but ici. C'était vraiment de tester les technologies sur les routes, mais aussi, bien sûr, mesurer l'efficacité de ces technologies. Je vous introduis à gauche, ce sont des couleurs appliquées. L'avantage, et c'est on peut les mettre sur des routes existantes. Puis, à droite, vous voyez maintenant les technologies peu bruyantes. Et puis, à gauche, c'est un peu plus standard, cette mosaïque. C'est une technologie bon marché qu'on avait essayé pour offrir quelque chose pour des rues, quartiers, par exemple, où on n'a pas toujours les moyens pour construire quelque chose de cher. Je commence déjà avec les résultats. Et ici, je prends un exemple d'une journée assez chaude. Ça commence à midi, à minuit, je dois dire. Puis, vous avez toujours une certaine évolution des températures surfaciales que vous voyez en couleur. En rouge, c'est la température air qui est 6 degrés plus bas que les autres. Vers 6 heures, la température air commence à augmenter. On a toujours l'effet de la phase nocturne où les surfaces se refroidissent. Maintenant, il commence à augmenter assez vite. Et c'est quand même assez impressif pour voir comment les températures surfaciales montent vers un peu près 13 heures. Ça commence déjà un peu à
changer la direction pour les courbes colorées qui constituent nos technologies testées dans ces tests. Maintenant, c'est vers 19 heures. On a déjà toujours cette différence entre les différentes technologies. Ceux qui sont au-dessus sont toujours les références, alors les technologies qu'on utilise normalement sur les rues. Puis, l'importance des îlots de chaleur, elle est aussi, on trouve des technologies qui ménagent à diminuer les températures pendant la nuit parce que c'est le stress constant du corps qui constate le problème. On ne peut pas construire un revêtement refroidissant sans prendre en compte des aspects bruit. Bien sûr, c'est aussi la spécialité de notre entreprise, mais on ne peut pas construire en pleine ville des nouveaux revêtements qui sont beaucoup plus bruyants que ceux que nous utilisons aujourd'hui. À Fribourg, vous avez, on peut dire, vous avez beaucoup de revêtements peu bruyants. Ici, ce qu'on avait fait, on a comparé nos technologies avec le standard suisse des revêtements peu bruyants et vous voyez le résultat. Alors, on est nettement dans la courbe, dans le bande, ou même dessous. Par rapport à l'efficacité dessous, ça va dire on a des chiffres à moins, ça veut dire on est meilleur, on est plus silencieux qu'un revêtement standard. Et 8 dB est vraiment un effet très très audible et apprécié par les riverains. Pour les autres technologies, on a fait un même test. Surprenant étaient les couleurs qui avaient vraiment des effets acoustiques assez impressionnants. Mais à vérifier, bien sûr, c'est toujours le temps qui nous pose le problème en travaillant avec les chaussées et les asphaltes, parce que les technologies sont mises en place pour les prochaines 20 années. Mais le résultat montre qu'une réduction combinée bruit-chaleur est possible, et on parle même de synergie parce que pour obtenir une surface, un revêtement silencieux, on a besoin d'apports, ça veut dire des vitres, qui aident aussi pour influencer les propriétés de stockage d'énergie des asphaltes. Déjà dans les synthèses, j'espère on peut vraiment lire ça. On a testé, disons au total, 20 technologies. Parfois, ils étaient des petites variantes pour tester qu'est-ce que sont les technologies qui marchent les mieux. Mais l'important, on a trouvé des technologies pour différentes applications. Ce n'est pas chaque application qui nécessite la même technologie. Premièrement, la peinture, ça c'est utile pour des infrastructures chaussées en bon état, toujours existantes. Alors on pourrait mettre une peinture, pas 6 degrés d'efficacité maximum pendant, ça c'est vers 13 heures où on atteint le maximum des températures. Diffusion, c'est une technologie asphaltique où on a mis des cailloux dessus, des cailloux clairs. Si les cailloux restent, on pourrait très facilement obtenir des revêtements très efficaces. Mais le problème est cette diffusion des roches claires doit rester à la surface pour longtemps, sur le long terme. Revêtement coloré, certainement quelque chose qui est très intéressant pour les places, aussi côté visuel, côté esthétique, côté architecture est intéressant. Là, on n'échange pas uniquement les cailloux, mais on échange aussi le lion. Et puis, la dernière technologie, ça c'est aussi la technologie peu bruyant. Ce qu'on fait, on prend un revêtement anti-bruit et on remplace la totalité des granulats. Alors, on remplace la totalité de la pétrographie. Et ça a donné vraiment des efficacités maximum assez substantielles qui seront certainement appréciées par les
gens qui habitent jusqu'à côté, mais aussi les gens qui se déplacent sur ces chaussées. J'ai aussi des informations par rapport à coût. C'est très préliminaire parce que ce ne sont pas des technologies qui sont déjà partout. Ça augmente les prix un tout petit peu. On a trouvé cette technologie bon marché. Malheureusement, j'ai des premiers résultats de cette année, ou les mesures de dernière année qui seront disponibles bientôt, qui indiquent que c'est un peu moins intéressant, la durabilité de cette technologie, mais les autres sont tout approuvés pour mettre en place. On va aussi accompagner des autres projets dans des villes, par exemple Lucerne, qui a planifié de mettre en place cette première tronçon test dans quelques semaines. Les conclusions, on a réalisé un fort effet refroidissant par cette technologie investiguée ici. On a aussi eu des variantes qui marchaient pas très bien, mais ça c'était aussi voulu parce qu'on voulait vraiment trouver comme technologie celle qui marche le mieux. En même temps, on a pu réduire aussi les émissions sonores. Ça veut dire les deux buts sont... on peut les combiner, ça je voulais dire. Pour chaque utilisation, on a trouvé une technologie, ce n'est pas toujours les mêmes exigences en fonction de la charge trafic, en fonction de l'utilisation de la route, de la chaussée. Et puis, malheureusement, pas encore prêt pour présenter ici, mais des nouveaux résultats sur la durabilité, pas trop de changements, sauf cette technologie de diffusion qui a diminué d'efficacité avec temps, malheureusement. Autrement, une bonne faisabilité, mais il faut quand même aussi développer, tester des autres technologies parce qu'on tombe vraiment une phase importante. On est sûr maintenant que les technologies sont prêtes. On a toujours travaillé très proche des standards suisses pour éviter des risques par rapport durabilité, pour rapport qu'on peut travailler avec ça, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va appliquer sur une grande échelle. Le nouvel rapport avec les nouveaux résultats seront bientôt disponibles. N'hésitez pas à demander sur les aspects technologiques parce que c'est important qu'on prenne la meilleure technologie pour des tronçons tests. En même temps, je pense que c'est aussi assez urgent qu'on devienne actif parce qu'on construit des infrastructures, pas pour aujourd'hui, mais pour le futur. Alors, les infrastructures vont rester. De plus, c'est important qu'on agisse maintenant et on n'attend pas encore 20 ans parce qu'autrement, on aura dans 20 ans une infrastructure qui serait nulle à nos buts, qui sont déjà clairs, qui va nous faire des défis très difficiles à venir. Alors, merci beaucoup pour l'attention et je vous repose la parole. Merci Eric et désolé pour les problèmes d'affichage avec la présentation. Je ne sais pas de quoi c'est venu. Je passe maintenant la parole à Klaus Kreher, qui est responsable de la filière énergie et technologie environnementale à la HESSO du Valais. Merci. Alors bonjour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose que mes présentateurs précédents. Je veux parler de la même chose, mais d'une manière différente. Je suis très content de voir toutes ces plantes ici parce qu'ils vont m'aider d'expliquer nos activités de recherche dans le cadre de notre projet de recherche qui s'appelle IVECT. C'est quoi IVECT? C'est les études sur l'impact de la végétalisation, alors les plantes, sur les bilans énergétiques et puis au confort thermique des bâtiments et des quartiers. Ça veut dire
on essaye de quantifier l'impact d'une végétalisation si un bâtiment, une toiture, une façade ou l'autour du bâtiment est végétalisé dans un contexte urbain. Là, j'ai raté une. Non, il manque une. Bon, pas grave. Je peux bien expliquer ça avec cette image. Dans une grande ville, nous avons, avec tous les bâtiments, les rues, les surfaces béton et puis asphalte, beaucoup de surfaces lisses qui reflètent le bruit et puis la chaleur. C'est pourquoi nous avons les problèmes avec les îlots de chaleur dans les villes, dans les environnements urbains. Et puis, sûrement, si j'applique maintenant des surfaces végétalisées, ça va changer quelque chose. Et puis, je pense, on est tous d'accord que ça va se transférer vers le positif. Parce que les surfaces ne sont plus si lisses, la réflexion de chaleur et puis du bruit va se réduire. Ça veut dire qu'on va avoir moins de température autour des bâtiments, tout ça. On va avoir un environnement plus calme. Et puis, les autres effets comme la rétention d'eau, l'infiltration d'eau dans les villes va s'augmenter et puis ça va améliorer l'ambiance dans les villes. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Là, Raphaël Campagnon a déjà expliqué un effet qui s'appelle refroidissement par évaporation. Les ingénieurs parmi vous connaissez sûrement l'expression climatisation adiabatique. Ça veut dire un refroidissement via transpiration. Ça, on connaît chacun. On transpire pour se refroidir. Et c'est la même chose qu'ils font les plantes. Et puis, l'équipe d'ingénieurs de mon équipe, sont des ingénieurs physique bâtiment, les ingénieurs énergéticiens bâtiments de quartier de ville, et puis des ingénieurs horticulturels, ça veut dire des experts des plantes. Et puis nous avons pris l'objectif de quantifier l'effet de l'évapotranspiration sur le refroidissement des bâtiments et des quartiers pour pouvoir faire un bilan adapté, un bilan énergétique d'un bâtiment et puis d'un quartier pour donner un chiffre aux effets, pour donner preuve vraiment en kilowattheure du gain de cette technologie no-tech ou low-tech. Nous avons créé quelques outils de mesure, de simulation à l'école, des logiciels. Nous avons avec des partenaires aussi des logiciels de simulation climat en ville, climat, bruit, tout ça. Et puis, nous avons défini l'objectif de trouver les indicateurs entrant dans ces simulations pour pouvoir mieux calculer l'impact. En plus, bien sûr, on veut aussi donner une aide décision pour les villes, pour les planificateurs de quartier, comment on pourrait mieux aménager les villes avec des plantes. Et puis, bien sûr, aussi d'identifier des obstacles. Nos partenaires, c'est qui? C'est une fois vous tous, ça veut dire tous ceux ici en Suisse qui payent les impôts parce que nous sommes financés par l'OFEN. Nous avons une collaboration avec le canton du Valais qui nous donne aussi pas mal de data sur des bâtiments et
wie façade végétalisée. Nous avons avec la ville de Zurich un grand partenaire qui est déjà en train d'aménager la ville et puis de chercher une preuve pourquoi il faut absolument le faire, aussi comme fournisseur data. Nous travaillons ensemble avec le CREM et puis l'IDIAP qui sont des experts dans la simulation des environnements urbains des villes au niveau de propagation bruit et puis chaleur. Et puis, nous avons, avec la Haute École zurichoise des sciences appliquées, une équipe d'ingénieurs horticulturels, ça veut dire une équipe des experts de plantes qui font des mesures pour nous à Zurich sur des surfaces non végétalisées en comparaison avec des surfaces végétalisées. Et puis là, ils ont appliqué des appareils de mesure qui mesurent le transport d'eau dans les plantes et puis la transpiration ou la vaporisation d'eau par plante avec différents types de plantes. Nous avons, juste pour expliquer l'organisation et la méthodologie, différents types de végétalisation des façades et puis des toitures de bâtiments. Une fois, juste des plantes qui poussent autour des bâtiments, mais qui améliorent déjà l'infiltration d'eau et puis aussi l'humidité autour des bâtiments. Une fois, des bacs linéaires qui sont mis à peu près à tous les étages où les plantes peuvent pousser et puis cacher, végétaliser le bâtiment. Ou troisièmement, des surfaces entièrement végétalisées avec une couche supplémentaire de granulats où les plantes peuvent pousser sur toute la surface de façade et puis la toiture. Ce que nous faisons, c'est d'étudier l'effet de évapotranspiration. Ça veut dire qu'est-ce que ça donne comme valeur énergétique si je peux évaporer 1 litre d'eau, par exemple. Qu'est-ce que c'est l'influence sur la surface derrière des plantes, la surface de façade? Qu'est-ce que c'est le changement de température derrière? Et puis bien sûr, c'est quoi l'effet de l'ombrage de ces plantes pour ce bâtiment? Et puis, comment est-ce qu'on peut définir ça au niveau de kilowattheure que j'ai besoin de chauffer ou de climatiser un bâtiment, et puis en futur aussi penser pour plusieurs bâtiments dans un quartier. Là, c'est clair, la HEVES où je travaille, nous sommes des physiciens bâtiments, des ingénieurs énergéticiens, on s'en occupe de cet effet d'évapotranspiration. Et puis nos partenaires de Zurich, ils font les mesures, ils font le choix des plantes, font l'optimisation de cet effet. Et puis, les partenaires du CREM, du IDIAP, font tout le nécessaire pour faire un prognostic sur le quartier et puis une ville entière. Pour vous donner déjà quelques résultats, on a, bon, ça c'est, je pense, pas un miracle, on a pu vraiment montrer que les températures surfaciques de façade se diminue avec une couche supplémentaire de plantes, avec cet effet d'évapotranspiration. Et puis, parce qu'il y a quasiment plus des heures de surchauffe en été. Et si je regarde l'évolution climat, bien sûr, si j'admets qu'il y a une augmentation de température, c'est un effet qui va gagner encore à l'importance parce que si on s'imagine, on a 2, 3, 4, 5 degrés plus en ville, une réduction serait déjà quelque chose à atteindre. Si je prends une surface, bon ça je ne veux pas vous ennuyer avec les chiffres, si je prends une surface, je peux très bien mesurer avec des caméras la température et puis là on voit déjà une différence de jusqu'à 15-20 degrés si j'ai une façade béton brut ou métal, aluminium, ou bien une
la même façade derrière une couche de plantes. Et puis, bien sûr, dans nos simulations, on quantifie cet phénomène sur le besoin d'énergie de ce bâtiment. Et puis là, on peut constater, bon, ça varie un petit peu à l'inertie thermique de ce bâtiment. Il y a, sur l'énergie totale, une légère influence, mais on n'a pas, bien sûr, on n'a pas encore pris en compte toute la gamme des facteurs. On n'a que mis en compte l'évapotranspiration. Et puis, on voit que ça donne déjà quelque chose. Et puis, ça me fait déjà conclure. Les plantes, comme instruments low-tech, ou, bon, je peux aussi dire no-tech, ont une très très bonne prognose de pouvoir améliorer nos villes. Pas seulement parce que, et puis imaginez ici cette scène sans plantes, parce qu'il y a une meilleure ambiance, non, aussi parce que les plantes sont des centrales de climatisation performantes, parce qu'une plante comme ça arrive facilement d'évaporer 1 litre d'eau par jour, et puis s'il fait chaud à l'extérieur, encore plus. Et puis si je mets ça en relation avec une valeur calorimétrique, calorimétrique, on voit, et puis on peut constater que ça a un impact fort sur le bilan énergétique du bâtiment. Et puis ça, on va montrer et puis calculer être capable de calculer avec nos moyennes de simulation pour aussi faire rentrer ça dans les bilans énergétiques des bâtiments et des quartiers. Merci pour votre attention, et puis je serai disponible pour des questions après les présentations suivantes. Merci beaucoup. Klaus, je passe maintenant la parole à Charlotte Franck, qui est responsable, chef de projet à la ville de Lausanne, à l'unité climat de cette même ville. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous. Comme mes collègues précédemment, je vais vous parler donc des vagues de chaleur et plus précisément des mesures que la ville de Lausanne met en œuvre pour s'adapter à ces vagues de chaleur ou les supporter. Donc avant de parler directement des mesures, peut-être un petit pointage sur ce qu'on peut voir, l'état dans lequel se trouve la ville de Lausanne actuellement. Donc là, c'est une image des températures, des anomalies de température, si on veut, en rouge. Donc plus c'est rouge, plus il fait chaud par rapport à la moyenne. Et ce qui est en vert et bleu, plus ça tend vers le bleu, plus il y a de la végétation. Donc on voit bien que les endroits où il n'y a pas de végétation, il fait clairement plus chaud. Donc là, si vous n'êtes pas familier avec la ville de Lausanne, ce qui est la grande diagonale rouge, c'est donc le centre-ville où il y a la gare qui est en rouge très très foncé, donc une partie très très minérale de la ville de Lausanne. Donc on voit bien vraiment l'impact justement de la végétation sur les températures. Maintenant, quand on veut prendre des mesures, alors il faut de nouveau se remettre d'un point de vue risque. Le risque, c'est quoi? C'est le mélange, la croisée des aléas. Donc ici, les vagues de chaleur, de la vulnérabilité, donc des personnes qui sont vulnérables ou non, leur état de santé par exemple, et de l'exposition, donc à savoir est-ce qu'il y a du monde et combien il y a de personnes, etc. Ça peut aussi être des infrastructures ou des personnes. Maintenant, pour en revenir au risque, effectivement, le mieux, c'est toujours de diminuer l'aléa, d'agir sur l'aléa. C'est ce qu'on fait quand on fait de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, à l'échelle d'une commune, c'est aussi très très important de s'attaquer, si on veut bien, à la vulnérabilité et à l'exposition des personnes et des infrastructures. Pour pouvoir réaliser ou élaborer des mesures,
passe d'une approche systémique, c'est-à-dire que d'abord en amont, il faut qu'on connaisse un petit peu le sujet, qu'on connaisse notre territoire ou la problématique, qu'on planifie des mesures, qu'on fasse de la prévention, de la sensibilisation. Ensuite, on se prépare à cet aléa, à ce risque qui arrive. Pendant qu'il y a ces vagues de chaleur, il y a des mesures d'urgence qui sont aussi prises ou disponibles. Et puis ensuite, une fois que cet événement est passé, eh bien, on essaye de tirer des informations de cette expérience et puis de pouvoir améliorer nos connaissances et éventuellement réparer les dommages s'il y en a qui peuvent être réparés. Donc maintenant, si on entre concrètement dans les mesures, des exemples de mesures, donc les mesures qui sont prises en amont des vagues de chaleur. Tout d'abord, comme je disais, on améliore les connaissances. Donc là, on a un projet d'observateur de l'environnement. Donc c'est un réseau de capteurs qui est en cours de développement, qui est en cours d'installation. Il y a déjà plusieurs capteurs qui sont mis en place à différents endroits de la ville. Ces capteurs mesurent entre autres la température de l'air, la qualité de l'air et le bruit. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'aléa en tant que tel, ainsi que de l'effet de certaines mesures pour les capteurs selon où ils sont placés. Ensuite, une mesure concrètement de diminution, enfin d'adaptation à ces vagues de chaleur, c'est le but de l'objectif canopée. Donc, c'est d'augmenter la surface foliaire de 50% d'ici à 2040 pour atteindre 30% de la surface du territoire de Lausanne qui soit couvert en fait par la végétation, donc qui soit 30% du territoire urbain couvert par la surface foliaire. Et puis pour ça, il y a plusieurs techniques qui sont mises en œuvre. Donc on va viser un peu tous les types de territoires ou de domaines. On va autant viser les parcelles privées, mais sur lesquelles on a évidemment bien moins de mainmise. Donc l'augmentation la plus grande de surface de canopée se fera sur le domaine privé communal, donc à comprendre les parcs notamment. Très peu, voire pas sur la forêt, c'est pas le but en l'occurrence, puisque le but c'est vraiment d'agir sur le domaine plutôt urbain. Et puis sur le domaine public, donc les chemins, les rues et autres. Pour ça, évidemment, il ne s'agit pas uniquement de planter. Il faut réfléchir à comment on plante, quoi, où. Donc il y a tout un aspect qui est développé dans ce plan canopé qui est sur qu'est-ce qu'on plante où, comment, dans quelle allée, etc. Ensuite, il y a d'autres choses qui doivent être mises en œuvre, c'est-à-dire choisir une espèce qui soit adaptée au climat actuel, à la situation, mais aussi au climat futur. Développer une taille raisonnée, donc pas forcément toujours couper au minimum, mais laisser les arbres se développer, ce qui est déjà fait actuellement, mais qui se développe encore, qui sera encore développé par la suite. Et puis, de bonnes conditions de plantation. Par bonnes conditions de plantation, il y a notamment cet exemple qui est des fosses de Stockholm, qui a l'avantage de prendre peu d'espace en surface, donc on peut, comme on voit ici à l'image, on peut toujours paver en dessus. On récolte les eaux de pluie et puis on les renvoie dans la fosse de l'arbre. Donc l'arbre peut profiter de plus d'eau que s'il avait juste une fosse comme on les fait actuellement. Donc voilà, il y a des techniques, il y a des manières qui sont mises en œuvre, qui peuvent être développées pour justement laisser pousser ces climatiseurs naturels, comme disait mon prédécesseur. D'autres mesures en lien avec la trame verte, notamment le développement, le subventionnement des toitures végétalisées sur l'entier de la ville. Il y a de la promotion des réseaux écologiques urbains ou de la nature en ville. Il y a notamment le concours nature en ville, donc une grande sensibilisation aussi de la population. Il y a, là, sur la photo, c'est les projets des jardins de poche. Donc c'est un accompagnement des habitantes et habitants de la ville pour végétaliser leurs pieds d'immeubles, des pieds d'arbres, etc. Et puis, il y a un outil qu'on voit là, qui est le plan d'affectation communale, donc qui est un règlement sur comment est-ce qu'on peut construire sur une parcelle privée, donc qui met un certain cadre au développement des parcelles privées et qui notamment détermine un certain nombre d'arbres remarquables ou d'arbres par mètre carré de surface. Avec la trame brume, donc avec le sol,
On a toujours dans ce plan d'affectation communale une volonté qui est en cours de révision actuellement, pardon, j'ai oublié de le préciser, qui souhaite aussi développer justement ce côté perméabilisation, le nombre de la surface en mètres carrés perméable par rapport à une surface construite. Il y a une taxe actuellement dans le règlement d'évacuation et de traitement des eaux qui est perçue, alors on a la taxe sur les eaux usées bien sûr, mais on a également une taxe sur les eaux claires, tout ce qui est déversé dans les canalisations. Et puis, donc c'est par rapport au mètre carré imperméable que cette taxe est perçue. Donc ça incite à diminuer la surface imperméable de son terrain. Et puis évidemment, dans chaque projet que la ville développe, il y a cette idée, cette prise en compte de cette notion de perméabilité. On évalue au cas par cas si on peut diminuer les surfaces imperméables et puis si chaque surface imperméabilisée est vraiment fortement réfléchie. Avec la trame bleue maintenant, donc avec l'eau, il y a une mise à disposition de nombreux points d'eau pour tous les habitants et visiteurs de la ville, tous les usagères et usagers. Et puis il y a d'autres mesures qui vont encore être prises pour faciliter l'accès à l'eau lors des vagues de chaleur. On réfléchit à multiplier les sources de rafraîchissement comme des brumisateurs, des bassins ou autres. Mais ça, c'est encore en cours de développement. Maintenant, des mesures en lien avec les bâtiments. Donc, on revient encore à ce plan d'affectation communale qui souhaiterait intégrer des mesures par rapport aux bâtiments, par rapport à leur qualité énergétique, mais aussi à leur isolation thermique. On a une volonté de rénovation de tous les bâtiments, une stratégie de rénovation qui est en cours de développement pour rénover les bâtiments qui appartiennent à la ville de Lausanne également. Et puis une charte des matérialités qui est en cours de finalisation, qui détermine, alors, entre autres les côtés architecturaux et autres aspects, mais également tout ce qui est albédo et surface de réflexion, et donc leur impact sur l'emmagasinement, sur leur potentiel à emmagasiner la chaleur durant la journée et à la restituer durant la nuit. Finalement, il y a des mesures en lien avec la santé, comme je vous l'ai dit, encore l'aspect vulnérabilité qui doit être pris en compte. Et puis, la ville de Lausanne a une stratégie de promotion de la santé qui prend en compte justement la question des aléas climatiques et qui valorise, notamment auprès des seniors aussi, la mobilité active et puis la mobilité active et un mode de vie sain. Durant les canicules, vous connaissez sûrement aussi le plan canicule qui prend en compte auprès des personnes qui sont vulnérables, qui n'ont personne qui les visite. Ils peuvent s'inscrire. La ville prend contact avec eux régulièrement pour voir comment ils vont. Il y a tous des services d'urgence qui sont mobilisés, qui sont prêts à intervenir, et une coordination qui se fait avec les autorités cantonales. Il y a également un rappel des consignes de sécurité, une sensibilisation auprès notamment des EMS, des crèches et autres. Finalement, après ces événements, on prend effectivement, on fait un bilan, puis on tire des conclusions. On essaie d'améliorer toujours ces mesures en amont et pendant les vagues de chaleur, notamment le plan canicule qui a été développé suite à des vagues de chaleur et à une surmortalité. Dans d'autres exemples d'enseignement qu'on souhaite tirer, il y a une étude qui est en cours sur l'identification et l'accès aux points de fraîcheur dans la ville. On souhaite réaliser une étude sur l'identification des hotspots dans la ville, donc ces points vraiment très chauds où on souhaiterait intervenir en priorité. Et puis aussi les lieux les plus vulnérables, donc en termes aussi de population plus vulnérable, que ce soit dû au fait de la vétusteté des bâtiments ou de la population qui est typiquement s'il y a des EMS, des crèches, comme je citais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment à développer et systématiser pour les différents aléas climatiques en aval des événements.
Finalement, comme vous avez pu voir, cette notion de stratégie d'adaptation aux vagues de chaleur est très horizontale, elle est très transverse. Et puis, il y a vraiment une coordination qui est nécessaire, notamment dans tout ce qui est les grands chantiers. Dès qu'on ouvre une route, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on la referme, et dans le but de viser des coûts optimisés forcément, mais également moins de nuisances pour les riverains et de garantir une place suffisante dans le sous-sol et en surface pour tous les domaines, y compris la gestion des eaux et la végétalisation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Charlotte. Et puis finalement, notre dernier orateur, je passe donc la parole à Albert Mérinosaume, qui va nous présenter la stratégie climat de la ville de Genève. Merci. Wow. Bonjour. Donc je vais parler de la stratégie climat de la ville de Genève qui a été publiée il y a quelques semaines, fin février 2022. Donc je vais prendre 2 ou 3 minutes pour présenter ce document et ensuite évidemment expliquer comment la problématique des îlots de chaleur a été intégrée, comment on essaie de proposer des solutions à cette problématique-là. Donc je vais commencer par présenter le diagnostic en termes de bilan carbone, donc à la source, et aussi la présence du problème îlot de chaleur au niveau de la ville de Genève. Et puis ensuite, j'ai choisi quelques exemples de mesures intégrées dans la stratégie qui visent le problème des îlots de chaleur. Évidemment, ça ne sera pas exhaustif, l'idée étant d'en présenter quelques-unes pour vous donner une idée de la façon dont on travaille sur le sujet. Donc la stratégie climat à Genève a été publiée fin février, donc il y a quelques semaines. C'est l'aboutissement d'un processus qui a été assez long, qui a pris presque 2 ans. Pendant ces 2 années, il y a eu un changement de législature, il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont produits. En parallèle, à l'échelle supramunicipale, il y a aussi des documents similaires qui ont été publiés. Donc le canton de Genève a publié son plan climat deuxième génération, la ville de Lausanne a sorti son plan climat. Donc bon, évidemment, on s'est inspiré de ces documents et le processus a abouti récemment. Processus aussi accidenté avec le Covid qui nous a fait reconsidérer les idées qu'on avait à l'origine d'inclusion de certains acteurs de la société civile. Voilà, on a dû faire avec, on a composé. Voilà. Les objectifs de la stratégie sont assez ambitieux. On vise une diminution de 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, c'est la première échéance. Et puis plus à long terme, on vise de la neutralité carbone en 2050. Donc c'est une stratégie qui est ambitieuse tout d'abord quantitativement. Ce 60% en 2030, c'est l'objectif qui est visé aussi à l'échelle cantonale, mais c'est un pourcentage qui va au-delà des objectifs qui sont fixés par d'autres territoires, au niveau de la Confédération, au niveau d'autres cantons ou territoires municipaux. Une ambition aussi qui est exprimée géographiquement du fait que quand on parle de réduire de 60% les émissions, on parle et des émissions directes, donc celles générées sur notre territoire, et des émissions indirectes, donc celles qui sont générées en dehors de notre territoire, mais dont on est responsable par la consommation des biens et services qui ont causé ces émissions. Et puis une ambition aussi de type thématique, puisque la stratégie, et ça c'est un pari qu'on assume, explicite, la stratégie intègre des secteurs qui sont souvent ignorés dans ce genre de documents, d'outils de planification, et je pense notamment au secteur financier. Alors c'est vrai que la qualité de la donnée pour ce secteur-là est loin d'être parfaite, mais on a fait le choix d'intégrer cet axe-là de façon explicite dans la stratégie. Par rapport à la méthode, je ne vais pas aller trop dans les détails. Bon, voilà, 2 idées. Évidemment, il a fallu choisir parmi beaucoup de mesures qui ont été proposées. On a fait beaucoup d'ateliers avec les différents services de l'administration. Donc voilà, vous avez sur la diapo les critères qu'on a considérés pour sélectionner parmi toutes les mesures qui ont été proposées. Et puis, à travers ces flèches en forme de courbe, je voulais souligner le fait que, même si on peut donner l'impression que le processus a été linéaire,
il ne l'était pas en réalité, qu'il y a eu beaucoup de retours en arrière. Et voilà, c'était un peu chaotique, mais je crois que ce n'est pas une exception, mais c'est la règle. C'est important de le rappeler s'il y a d'autres personnes qui travaillent sur ce genre de documents. Donc à la fin, 4 livrables qui ont été produits, qui sont accessibles online. Donc une brochure grand public, un rapport technique qui est assez détaillé, où vous avez la présentation de toutes les mesures. Donc il y en a 78. C'est un rapport assez conséquent, long, hein, de plus de 100 pages. Et puis on a mis aussi sur Internet les bilans carbone qu'on a pris comme point de départ. Donc un bilan carbone à l'échelle du territoire et un bilan carbone pour l'administration municipale. Je ne vais pas présenter toute la stratégie, on n'a pas le temps, ce n'est pas le but, mais je présente quand même l'ossature, hein, la structure. Donc il y a 3 parties. Une partie dédiée à la réduction, à l'atténuation des émissions, une deuxième partie qui se focalise sur les mesures d'adaptation, et puis finalement une troisième partie qui intègre des axes de type multidimensionnel ou transversal. Chacune de ces parties est désagrégée en plusieurs axes. Donc pour la partie réduction, par exemple, on a travaillé sur 3 axes. Qui reprennent les postes d'émission qu'on a dans le bilan carbone, donc la consommation de biens et services, l'énergie et les bâtiments, donc la partie d'énergie grise qu'on a voulu aussi mettre en relief, et puis la mobilité. Pareil, pour la partie adaptation, on parle d'aménagement du territoire, santé et protection de la population et biodiversité, et puis finalement, comme je le disais, 3 axes transversaux. Voilà, on a voulu donner de la place de façon explicite à la mobilisation de la population, on va le dire, mais une grande partie des émissions sur notre territoire, on n'a pas un levier direct, on n'a pas un pouvoir d'intervention direct, donc il faut changer les valeurs de la population, et pour cela, il faut vraiment l'engager, l'inclure dans le processus. Axe 8, secteur financier, dont je parlais il y a quelques minutes, et puis finalement un axe 9, où vraiment on veut mettre en avant les mesures d'exemplarité que l'administration municipale va mettre en place. Donc on a 30 objectifs et comme je l'ai dit il y a quelques instants, on a 78 mesures. Donc voilà pour la colonne vertébrale de la stratégie. Un diagramme très rapidement qui montre le fait qu'on travaille maintenant sur la mise en œuvre de la stratégie et cette mise en œuvre se veut transversale, c'est-à-dire qu'on a voulu impliquer l'ensemble de l'administration. Les 5 départements de notre administration sont impliqués. Il y a entre 20 et 30 services municipaux qui vont prendre en charge au moins une mesure. Donc à droite, vous avez la structure municipale et à gauche, vous avez la structure de la stratégie climat. Et donc on a voulu vraiment tisser des ponts. Et ce que montre ce diagramme aussi, c'est qu'il y a des axes qui sont un peu, disons, monoservices. Donc la mobilisation, c'est le service Agenda 21 qui prend en charge l'ensemble des mesures. Mais il y a d'autres axes, comme l'axe 5 en orange, qui est vraiment transversal. Et on voit que les mesures sont vraiment réparties entre plusieurs services et départements. Donc par rapport au point de départ, au diagnostic, je vais aller assez vite. Donc voilà les résultats de notre bilan carbone. Donc on a un diagramme circulaire qui présente les parts. On a 3 postes principaux. Donc en rose, l'axe 1, consommation de biens et services, qui représente un peu moins de la moitié de l'empreinte carbone. Donc en valeur absolue, on a environ 13 tonnes CO2 équivalent par habitant et par an. On est un peu en dessous de la moyenne suisse. Ce qui est à peu près normal, étant donné le caractère éminemment urbain du territoire, mais c'est déjà beaucoup trop. Donc axe 1, 43%. Peut-être je pourrais souligner le fait que parmi ces 43%, le secteur alimentaire représente à lui seul 17%. C'est presque autant que le secteur aérien. Voilà, j'aime souvent souligner cet élément-là. On a tendance à l'oublier. Donc dans l'esprit des gens, l'avion, c'est très problématique. L'alimentation l'est tout autant. Axe 2, énergie et bâtiments, un peu moins d'un tiers. Et axe 3, mobilité, donc 27%, environ un quart des émissions de notre territoire. On a construit cette deuxième représentation graphique pour montrer la distribution de ces émissions, de ces 13 tonnes par habitant et par an, selon l'origine des émissions. Donc, axe horizontal, vous avez la part d'émissions directes. En vertical, les émissions indirectes. On a cartographié les différents postes. Et donc, en haut à gauche, vous avez les postes qui sont le plus problématiques pour 2 raisons. Parce qu'ils sont loin de l'origine, c'est-à-dire que l'intensité de l'impact est très importante, mais aussi parce qu'on a peu de leviers. Elles sont générées en dehors du territoire. Donc, ce qui pose le plus de problèmes, clairement, c'est l'alimentation et l'aérien. Donc, on va vouloir tirer vers le bas ces postes-là.
Par rapport à la partie d'adaptation, voilà, c'est un indicateur parmi d'autres. C'est le sujet principal de la conférence, les îlots de chaleur. Voilà un type de carte qu'on a déjà vu aujourd'hui. Sans surprise, dans la gamme de couleurs, donc du jaune, là où on a le moins de phénomènes îlots de chaleur, au violet, là où le phénomène est le plus présent. Les parties en violet sont dans le centre-ville, un centre-ville qui est très dense, avec une morphologie urbaine particulière, très minérale, densément peuplée. Alors, je ne sais pas si c'est lisible, désolé, c'est un peu petit. Allez, pour la prochaine, je vais faire plus grand. Donc, cette carte-là montre la perméabilité du sol. Donc, en rouge, c'est les zones les moins perméables. Et ça illustre ce que je disais. Donc, la carte, c'est l'ensemble du canton. On a en noir la limite du territoire municipal. Et comme vous pouvez voir, une grande partie du territoire est imperméable. Mais c'est notamment le cas du centre-ville. Ce caractère minéral imperméable est bien sûr corrélé à la densité de la population. Donc on a des quartiers très denses, on a les quartiers les plus denses en termes de population de la Suisse. Cette idée-là est illustrée avec ces représentations que j'ai copié-collées du site de l'OFS et où on peut comparer le cas genevois à d'autres villes en Suisse. Donc à nouveau, les gammes de couleurs illustrent la densité de la population. Et voilà une illustration de ce dont je parle. On a ici une orthophoto du secteur des Paquis. Donc on parle de plus de 10 000 habitants et d'un quartier qui a un taux de canopée. Donc on a parlé de taux de canopée qui va selon les sous-secteurs de 1,8% à moins de 8%. Donc on est très loin du 30% qui est visé par la ville de Lausanne et par la ville de Genève. J'en parlerai dans quelques instants. Le taux de végétalisation, on est à environ 5%. Donc très très bas. Voilà le genre de cas de figure avec lequel on doit composer. Alors, il y a un principe d'action qui est très clair dans la stratégie climat, et ça a été validé par les élus, et vraiment on travaille dessus de façon claire et nette, c'est l'idée d'équité sociale. Et c'est indissociable de la problématique des îlots de chaleur. Dans cette diapo, je développe le raisonnement. Donc, on a une carte avec la proportion de surface en îlots de chaleur. Pareil, on a une gamme de couleurs. On voit le rouge dans le centre-ville. Et en bas, on a une gamme de couleurs qui illustre le niveau de vie par sous-secteur statistique. On a voulu croiser les deux dimensions. C'est exprimé de façon quantitative à travers ce nuage de points. Et on voit qu'il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des quartiers riches où il n'y a pas d'îlots de chaleur ou des quartiers pauvres où on a des îlots de chaleur. Ça paraît contre-intuitif, mais je vais développer l'idée. Voilà, 4 cadrans qui illustrent cette idée-là. À gauche, quartier défavorisé. À droite, quartier plutôt riche. En bas, quartier avec peu d'îlots de chaleur. En haut, quartier avec des îlots de chaleur. Je commence par l'exemple que j'ai présenté. Donc, îlots de chaleur, Paquis, tout en rouge, et niveau de vie plutôt bas. Et à Genève, en tout cas, on a tendance à contraster ce cas-là avec des quartiers favorisés où on a des surfaces végétales très importantes et peu d'îlots de chaleur. C'est les deux cas extrêmes, d'accord ? Là, c'est plutôt les zones de Champel pour ceux qui connaissent la ville de Genève. Si on compare ces deux cas-là, ce dont on parle, c'est d'une différence d'aléas. Donc, dans la présentation antérieure, on a parlé d'aléas de vulnérabilité. Ici, l'îlot de chaleur est moins présent, c'est-à-dire qu'il est moins fréquent, il est moins intense et la durée elle est moins importante. Il n'y a pas que cette dimension-là, puisqu'il y a aussi des secteurs qui sont plutôt riches, mais où il y a l'îlot de chaleur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont les moyens, mais qui font le choix d'habiter des zones minérales parce qu'ils donnent de la valeur à d'autres aménités. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les moyens de vivre avec cet îlot de chaleur. Ils ont des parades qu'ils peuvent mettre en place. Par exemple, des appartements avec des grands volumes qui sont traversants, bien ventilés, ou en ayant des résidences secondaires à Verbier, à la montagne. Donc dès qu'il y a un épisode de chaleur, ils peuvent fuir la ville et bénéficier de cet environnement-là. Du coup, on travaille aussi dans la comparaison de ces deux cas de figure. On ne va pas agir juste là où il y a de l'îlot de chaleur, on va donner la priorité au secteur où il y a îlot de chaleur et là où la population n'a pas les moyens pour développer des parades et faire face, mieux vivre avec l'îlot de chaleur. J'arrive à la dernière partie de la présentation. Je ne sais pas si je suis dans les temps, ça va ? Ok, merci. Je crois que ce n'est pas le cas, mais tant mieux.
Donc, comme j'ai dit, j'ai pioché quelques mesures. Il y en a 78, je ne peux pas toutes les présenter. Et là, il y en a 4 pour l'axe sur l'aménagement du territoire. Alors, je peux, par exemple, parler de la mesure 42. Ça, c'est une mesure assez forte. Donc, la ville s'engage à désimperméabiliser 1 hectare par an sur le domaine public. C'est-à-dire qu'il y aura, d'ici 2030, 8 hectares qui sont aujourd'hui goudronnés, qui ne le seront plus à cet horizon temporel. La mesure 43 est aussi assez originale. Je crois que c'est intéressant de la présenter. On a fait un parallèle entre la problématique des îlots de chaleur et le raisonnement qu'on a quand on parle de la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, on parle beaucoup de connectivité. On a transposé cette idée à la problématique de la chaleur et on essaye de développer un réseau de fraîcheur sur l'ensemble du territoire, de telle sorte que quelqu'un qui, pendant un épisode de canicule, veut se déplacer à pied d'un secteur à l'autre, peut le faire sans subir la chaleur qui est présente. Donc on parle de connectivité entre plusieurs oasis de fraîcheur et on veut développer ces connexions-là. La mesure 46 est en lien avec l'une des mesures qui ont été présentées pour la ville de Lausanne. Donc on vise 30%. Et on s'engage à atteindre 25% en 2030. Donc aujourd'hui, à Genève, on est à 21,8 de surface canopée. Donc ça ne paraît pas beaucoup, de 21,8 à 25%. Mais si on raisonne en termes d'hectares, on parle d'arboriser 50 hectares. À Genève, arboriser 50 hectares en 8 ans, ça va être un challenge énorme. Donc c'est déjà très ambitieux. Pour l'axe 5, donc santé et protection de la population, je vais peut-être me limiter à la mesure 51 qui exprime cette idée de mettre en parallèle équité sociale et problématiques climatiques. On va donner la priorité pour le développement des aménagements bioclimatiques aux quartiers et aux secteurs défavorisés. Très concrètement, on est en train de développer une stratégie d'arborisation. On va arboriser en priorité là où il y a des îlots de chaleur, mais aussi, particulièrement, là où il y a îlots de chaleur et niveau de revenus plutôt bas. Donc ça sera un critère pour décider où on agit en premier. Puis finalement, dernier exemple que je présente, mesure 59, dans l'axe 6, biodiversité, on travaille à présent sur la mise en place du coefficient de biotope par surface. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de désimperméabilisation. C'est une mesure ex post. On veut revenir en arrière, là où on a perméabilisé, on veut désimperméabiliser. À travers cette mesure, on essaye d'éviter de nouvelles surfaces perméables, ou imperméables, pardon. Donc, c'est un outil qui est déjà en place dans d'autres villes en Europe, Berlin, Bruxelles, Paris. On étudie la façon dont on peut l'implémenter de la meilleure façon à Genève. Voilà, donc ça c'est en cours, ça sera mis en place dans quelques mois. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant les personnes qui ont pris la parole à me rejoindre sur la scène. Puis je vous donne la parole à toutes les personnes qui sont dans le public et qui auraient des questions. On a Valentine qui est ici également et puis qui peut vous passer le micro, donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Simplement lever la main et prendre la parole. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, il y en a une. Ouais. Voilà, bonjour tout le monde. Merci pour les présentations. J'ai 3 questions. Je propose de les énumérer les 3. Ça concerne différentes présentations et puis les personnes pourront répondre. La première question, ça concerne la première présentation concernant donc les pavillons. Ça a été montré donc l'effet à l'intérieur du pavillon surtout. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un effet refroidissant pour l'extérieur, pour la zone périphérique? Et si oui, est-ce que ça a été mesuré? Est-ce qu'il y a eu une évaluation de l'effet refroidissant vers l'extérieur? Ma deuxième question est peut-être un peu plus générale. Concernant la végétalisation, on a vu qu'il y a différents projets, différentes possibilités de végétaliser certaines surfaces.
Je me posais la question avec comment intégrer la végétalisation et par exemple les panneaux solaires photovoltaïques. Car très souvent, en fait, là où on pourrait mettre la végétalisation, on pourrait mettre des panneaux photovoltaïques et ça pourrait justement créer une sorte de priorisation, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, ma troisième question, toujours en lien avec la végétalisation, concerne en fait l'alimentation en eau. La végétalisation, en fait, il faut pouvoir arroser les plantes. Quel est l'impact, on va dire, d'arroser ces plantes? Ça consomme aussi de l'énergie. L'eau est aussi une ressource. Et je me suis posé la question justement, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une certaine limite dans le système? D'autant plus que justement, en fait, la végétalisation est là, elle est utile surtout en été quand il fait très chaud, principalement là où il y a moins d'eau et il pleut moins. Voilà. C'était donc mes 3 questions. Merci beaucoup pour vos questions. Alors pour la première réponse, je passe le micro à Raphaël. Oui, alors c'est clair que ça serait très intéressant si notre pavillon avait un effet plus large que son intérieur. Très franchement, on n'a pas encore pu observer ça. Il y a des études qui montrent qu'une fontaine, par exemple, a un effet sur une certaine périphérie, etc. Tout. Bon, on n'a pas encore pu le faire, en tout cas pour notre pavillon. Maintenant, l'intérêt de notre pavillon, il n'est pas seulement à l'échelle ponctuelle. En fait, il était surtout là pour démontrer des techniques qui peuvent être appliquées et qui seraient vraiment intéressantes à développer à l'échelon de la ville, hein, la végétalisation, l'utilisation, la rétention d'eau, c'est des concepts qui doivent être appliqués à beaucoup plus grande échelle. Notre expérience, elle est là pour rendre ça plus compréhensible pour le grand public, qui peut l'expérimenter. Ça, je pense que ça a été un succès dans notre expérience. Et puis, de pouvoir démontrer que ce n'est pas des moyens faramineusement high-tech qui sont, comment dire, disponibles déjà maintenant. Et vous avez vu, je pense, avec les autres conférenciers, qu'il y a quand même maintenant énormément de connaissances sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que maintenant, on peut vraiment passer à l'action, mais à l'échelle beaucoup plus grande qu'à l'échelle uniquement de pavillon. Ceci dit, au niveau du pavillon, il y a un intérêt, par exemple, pour les villes, à pouvoir faire des petits îlots de fraîcheur pour que la population puisse se rencontrer. Être confiné, on sait tout ce que ça veut dire maintenant, mais si le réchauffement urbain consiste à être confiné régulièrement tous les étés, c'est certainement pas bon pour le moral et pour l'ensemble de la société. Donc pouvoir procurer des éléments comme ça pourrait être un intérêt pour animer l'espace public, pour faire que des gens puissent se rencontrer aussi dans ces périodes-là. Et puis, en adéquation aussi avec les transports publics. Les transports publics maintenant sont la plupart du temps climatisés. Mais si on doit attendre son bus en pleine chaleur, l'intérêt du transport public va aussi diminuer. Donc, pouvoir assurer des arrêts de bus rafraîchis naturellement, c'est aussi amener quelque chose sur l'intérêt des transports publics. Merci, Raphaël. Je crois que, si je me souviens bien, votre deuxième question portait sur la compatibilité entre les façades végétalisées et puis les infrastructures de production d'énergie solaire. Je crois que, Raphaël, toi, tu as aussi travaillé là-dessus. Je ne sais pas si tu veux commencer ou bien Klaus. Oui, alors je me permets de répondre brièvement. Bien sûr, ça ne peut pas être la solution de végétaliser tous les bâtiments, toutes les toitures et puis toutes les façades, parce qu'il y aurait plus d'espace pour mettre des panneaux photovoltaïques qui nous avons vraiment besoin pour produire les énergies renouvelables. Mais, bien sûr, il y a une possibilité d'une combinaison avec plantes et puis PV. Et puis là, je suis assez fier de pouvoir faire un lien à un autre projet de recherche qui nous sommes en train de faire maintenant sur l'application des panneaux photovoltaïques dans l'agriculture.
Et puis là, on est en train de voir une technologie de PV qui laisse passer des rayonnements solaires pour permettre des plantes à pousser. Sur les applications, soit dans les façades, sur les toitures végétalisées extensivement ou intensivement, ou bien dans l'agriculture. Et puis là, je pense qu'il existe déjà des technologies qui sont assez promettantes. Qu'ils font la production de l'énergie et puis qu'ils laissent passer assez de la lumière, assez de rayonnement pour permettre les plantes à pousser. La troisième, juste pour finir, la troisième question, c'était les besoins en eau des surfaces végétalisées. Oui, le besoin en eau, ça c'est clair. Une plante ne peut pas évaporer plus de l'eau qu'elle peut stocker, c'est clair. Ça veut dire qu'il faut arroser, il faut avoir des plantes assez résistantes qui ont un optimum entre transpiration, évaporation et puis stockage, transport d'eau. Et puis là, c'est la tâche qui est faite, qui est traitée par nos partenaires de la Haute École zurichoise des sciences appliquées, où ils font vraiment des essais avec différentes plantes, avec différentes couleurs de feuilles, des plantes qui perdent des feuilles pendant la phase d'hiver, tout ça, pour trouver vraiment, pour chaque application, la meilleure solution. Merci Klaus. Je ne sais pas si l'une ou l'autre personne souhaite compléter les réponses. Vous êtes satisfait de la réponse? Ça, bien. Très bien. D'autres éventuelles questions dans le public? Oui. Oui, bonjour. Patrick Curémorou, je suis conseiller communal à Autrive. J'aimerais, tout comme mon voisin l'a fait, remercier les intervenants pour leur excellente présentation. L'une d'elles a retenu particulièrement mon attention, c'est celle qui concernait les différents revêtements routiers qui ont été testés, où l'on a vu que l'on pouvait réduire et la température et le bruit. J'aurais deux questions. Tout d'abord, qu'en est-il de la sécurité routière par rapport à l'adhérence, par rapport aux distances de freinage? Est-ce que ces revêtements changent la donne ou pas du tout? Et qu'en est-il de l'admissibilité de ce genre de revêtements par les autorités cantonales ou fédérales? Est-ce qu'ils sont déjà admis? Est-ce qu'ils ont été testés? Est-ce qu'on est assez libre en tant que commune, par exemple, dans le choix de tel ou tel revêtement? Et deuxième question, bien évidemment, le nerf de la guerre. Qu'en est-il des coûts par rapport à un revêtement bitumeux ordinaire? Merci pour la question. Donc, elle s'adresse à Eric. Merci pour les questions, sont très valables et très importantes aussi. L'importance d'une route est toujours la sécurité aussi. Alors on ne peut pas expérimenter sans savoir qu'est-ce qu'on fait parce qu'on va créer des problèmes. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec des matériaux connus et aussi proches des normes suisses déjà connues. Comme ça, la côté sécurité peut être équilibré et rassuré. Alors là, on est sûr qu'on peut utiliser les routes. Niveau sécurité, technologie est connue et matériaux sont après les normes suisses. Ça rend une texture qui est suffisante pour la freinage avec l'eau. Puis, deuxième question, c'était pas les coûts. Deuxième question, c'était autour de... La première question, c'était les coûts. Oui, les coûts. Oui, les coûts sont toujours un peu élevés. Maintenant, on pense qu'on peut poser des revêtements à 10%, 20% coûts de plus. La raison pour laquelle c'est parce que les cailloux viennent de la France maintenant. Ça ne peut pas être la solution définitive, clairement. Mais comme on n'a pas pu trouver des cailloux suisses normés, on était forcé de travailler avec ces cailloux françaises, cette pétrographie française, et ça coûte beaucoup plus cher, la logistique, et bien sûr, ce n'est pas bien pour l'éco-bilan non plus. Alors, il faut trouver des pétrographies suisses pour résoudre la problématique prix aussi. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Ah, on doit rendre la salle. Ok. J'avais encore une question pour les représentants des villes, mais... Très
Très bien, je vous remercie pour votre participation. Je remercie surtout les personnes qui ont animé cette conférence. Je propose de les applaudir encore une dernière fois. Merci. Et bon après-midi à toutes et à tous.